Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, Il était une fois, Molenbeek sur Djihad, un livre qui vient de paraître aux éditions Grasset et qui a été écrit par Jean-Pierre Martin et Christophe Lanfalussy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes tous deux grands reporters, vous à la télévision et vous à la Libre Belgique. Alors, pourquoi ce livre ? Parce que nous voulions d'abord comprendre nous-mêmes et puis donner des clés de compréhension, essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer dans la tête de quelques dizaines de jeunes hommes qui ont vécu, qui ont grandi à Molenbeek et puis qui sont partis en Syrie, qui sont ensuite revenus pour semer la mort à Paris et à Bruxelles. Nous voulions arpenter les rues de Molenbeek, nous voulions aussi fouiller l'histoire pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Avions-nous commis des erreurs ? Pourquoi l'intégration à Molenbeek n'a pas réussi ? Donc nous voulions dresser ce tableau global de cette petite commune qui est finalement emblématique de ce qui s'est aussi passé ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Molenbeek. Ça s'est passé à Vilvoorde, ça s'est passé à Mechelen, ça s'est passé dans la banlieue d'Anvers et dans les banlieues parisiennes évidemment. Alors, comment comprendre l'explosion de cet islamisme radical en Belgique, Christophe Lanfalussy ? Je crois que notre erreur, c'était d'ignorer en fait les courants radicaux de l'islam. Si on remonte dans le temps, on remonte dans les années 60, lorsque le roi Faisal d'Arabie Saoudite vient en Belgique, c'est une visite officielle, et il est accueilli en grande pompe. À ce moment-là, on lui remet les clés de l'islam belge. Et on lui remet la fameuse mosquée du cinquantenaire. Et jusque dans les années 90, l'Arabie Saoudite sera un peu maître à bord. Puis seulement, il y aura l'exécutif des musulmans qui sera mis en place. Mais donc, pendant des décennies, on a laissé différents courants conservateurs ou radicaux s'imposer progressivement dans une partie de la communauté musulmane. Il y a eu les frères musulmans, il y a eu aussi ce qu'on appelle les dabliks pakistanais et les wahhabites. Dans le livre, vous montrez clairement que l'origine, ce sont soit des franco-belges, des franco-marocains ou des belgo-marocains. Qu'est-ce qui fait que c'est surtout de ce pays-là quelque part, ce sont ceux-là qui vont être attirés par ce type d'islamisme radical ? D'abord, la majorité des immigrants à Molenbeek sont effectivement d'origine marocaine. Mais ils ont suivi d'autres vagues d'immigration depuis le début du siècle dernier. Les Marocains sont essentiellement d'origine rifène. Ils sont arrivés après la signature de la convention entre la Belgique et le Maroc en 1964. Et ils venaient du Rif, qui est une région qui est marginalisée au Maroc. C'est une région qui a énormément souffert, qui a été marginalisée par le roi Hassan II, le père de l'actuel roi, et qui sont majoritairement partis, qui ont essaimé un peu partout en Europe, et bien sûr qui se sont installés à Molenbeek. Et à la différence d'autres communautés, par exemple la communauté turque qui a son propre, non pas son propre clergé, mais qui a sa propre observance religieuse à travers la dianette, il n'en a pas été de même pour les Marocains. D'abord, comme Christophe vient de souligner, lorsque nous avons accueilli ces migrants marocains, nous ignorions tout en Belgique de l'islam. Nous n'avions pas d'histoire particulière avec le monde musulman en Belgique, contrairement à ce qui se passait, par exemple, en France. Donc nous avons eu du mal à appréhender le phénomène religieux. Ces Marocains partageaient un islam qui était bien différent de celui que l'on voit émerger depuis 3 décennies, bien différent de ce fondamentalisme. C'était ce qu'on appelle l'islam paisible, celui des grands-parents depuis toujours. Et en Belgique, il a été confronté effectivement à ce fondamentalisme qui a été imposé par l'Arabie Saoudite. Donc c'est de ce mélange que naît ce djihadisme, ce terreau en tout cas, qui va favoriser ce djihadisme, qui va se développer sur 3 générations. Il faut se rendre compte que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On part du début des années 90, juste après la révolution iranienne, on a les GIA algériens, et puis on a les premiers départs pour l'Afghanistan, et enfin l'Irak et la Syrie. C'est vraiment une longue histoire.
Oui, la question aussi, c'était pourquoi il y a des Français et des Belges qui se sont retrouvés. C'est aussi lié à des courants de sympathie entre ce qu'on appelle le groupe d'Artigat, un groupe toulousain, autour d'un imam, enfin d'un prédicateur salafiste d'origine syrienne qui s'appelle Olivier Corel, et Molenbeek et d'autres quartiers de Bruxelles. Et donc il y a eu une sorte de réseau qui s'est créé, qui était actif dans des enquêtes, enfin, qui était révélé dans des enquêtes judiciaires dans des filières vers l'Irak, vers la bande de Gaza et puis vers la Syrie. Et donc c'est cette sorte de noyau où on retrouve à la fois l'influence du salafisme, mais aussi un milieu un peu délinquant. La moitié des djihadistes belges qui sont partis en Syrie avaient un casier judiciaire avant de partir. Donc c'est aussi une certaine culture des gangs, en fait. Culture des gangs, est-ce qu'il y a aussi le fait qu'il y a un sentiment d'absence de reconnaissance qu'ils ont vécu soit en France, soit en Belgique, ou parce que c'était dit dans la presse, mais est-ce que vous avez retrouvé ça dans votre enquête ? Pas tellement. Je pense que d'abord, et avant toute chose, je crois que c'est une forme de marginalisation, surtout dans le chef des jeunes garçons qui ont été happés par les aînés, qui eux-mêmes avaient été happés dans le monde de la délinquance. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus des cibles privilégiées pour les recruteurs qui ont été envoyés en Belgique, les recruteurs qui agissaient non pas directement à l'intérieur des mosquées, mais dans la rue ou à l'extérieur des mosquées, ou qui ont créé à travers des ASBL des mosquées clandestines, ce qu'on appelle les mosquées de garage. Donc le fait social est important, mais il n'est pas déterminant. C'est un ensemble de facteurs qui a permis cette éclosion de ce monde interlope entre djihadisme et banditisme. Il faut par exemple rappeler que le taux de chômage à Molenbeek, c'est 40% à peu près. Dans certains quartiers, dans certaines rues, et pour les jeunes de plus ou moins 25 ans, ça monte à 52%. Donc ça vous donne une idée du degré de chômage et d'oisiveté aussi d'une partie de la jeunesse qui ne sait pas exactement quoi faire. D'où l'idée que de participer au trafic de drogue, petites choses comme ça, de gagner 2 000 € par mois, les tente évidemment plus que d'aller à l'école ou de chercher un emploi. Ce qui est intéressant dans l'enquête que vous avez menée et que l'on trouve dans le livre, c'est vous montrez bien qu'effectivement, ce sont surtout dans les salons de thé, dans ces mosquées de garage, comme vous dites, ce n'est pas les mosquées institutionnelles spécialement qui vont, si j'ai bien compris, si je vous ai bien lu, qui vont propager cet islamisme radical. Non, il y aura toujours le souci de la part des imams des grandes mosquées de se méfier, de faire attention. Ceci dit, à travers soit la confrérie des frères musulmans, soit à travers les salafistes, il y a eu un terreau qui a été semé. Il y a eu au sein de la population musulmane, au cours des 2 dernières décennies, une volonté de propager un islam extrêmement conservateur. Et c'est cet islam conservateur qui, petit à petit, a créé une sorte de carcan mental. Alors, ce n'est pas pour cela que les pratiquants, les fidèles, devenaient des djihadistes. Bien sûr que non, puisqu'ils ne sont qu'une toute petite minorité. Mais ça a quand même semé quelque chose, un terreau favorable qui n'est pas négligeable. Vous êtes optimiste quant à l'avenir, après avoir fait une enquête comme ça, je rappelle quand même, c'est un livre important que vous venez de publier. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir, non seulement de cette commune, mais à l'avenir de ces jeunes issus de l'immigration, de la 3e génération ? On est optimiste si on parvient à entamer un débat là-dessus. Notre volonté, c'était de dire les choses, de raconter ce qu'on avait entendu et de les dire en tant que journaliste. Donc nous pensons qu'il faut qu'il y ait d'abord un débat dans la société belge pour voir ce qui s'est passé, quelles sont les responsabilités et qu'est-ce qu'on peut faire. Et deuxièmement, nous pensons aussi qu'il faut que les murs tombent, c'est-à-dire que les gens qui habitent dans les beaux quartiers de Bruxelles aillent à Molenbeek et qu'à l'inverse, les gens de Molenbeek ou les jeunes de Molenbeek sortent ailleurs, qu'il y ait une sorte de mixité sociale, culturelle. On parle ici du vieux Molenbeek, qui est quelques rues. Mais ça nous a frappé de voir quand même l'hermétisme, la fermeture entre les Belgo-Belges et cette communauté dans le vieux Molenbeek.
Alors justement, nous arrivons déjà au terme de ce magazine, donc je rappelle, ce livre est là pour ouvrir le débat, donc Molenbeek sur Djihad aux éditions Grasset. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de nous présenter votre travail. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.